Donc, le webinaire va se dérouler de la manière suivante. En première partie, je vais présenter Cœur de forêt. Ensuite, je vais parler de l'écosystème forestier et des dynamiques naturelles qui y sont présentes. En troisième partie, on va vraiment se focaliser sur l'état sanitaire de nos forêts en France. Et enfin, il y aura une partie échange. Donc, la première partie sur Cœur de forêt. Notre mission, c'est de refonder, reconstruire l'équilibre entre la forêt et l'humain. Notre projet est présent à l'international. Donc, on est en Bolivie, en Indonésie, à Madagascar et en France. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur le projet en France et justement où est-ce qu'on est géographiquement. Donc c'est la slide juste après qui va le montrer. T'as pris tes clés? Je coupe un micro. Donc on est présent dans le Lot, principalement, avec Thierry Vasseur et Yves Dugoquier qui s'occupent des propriétaires privés qui font appel à nous pour gérer leurs forêts, pour les accompagner dans leur gestion douce. On a également Mathieu Loisic qui est présent en Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne. Et enfin, moi-même, qui m'occupe principalement des propriétaires en Dordogne, mais je vais également dans le Lot quelquefois pour aider mes collègues. Et après, il y a Franck Seveillé qui chapeaute chacun d'entre nous et qui vient quand on en a besoin. Donc, l'objectif de l'association, c'est de mettre en place une gestion sylvicole fondée sur les dynamiques naturelles. C'est-à-dire qu'on va cibler la diversité en essence, mais aussi la diversité en diamètre, avec des âges différents dans la forêt. On appelle ça une gestion irrégulière. On va également donner le pouvoir à chacun d'être acteur du changement, c'est-à-dire qu'on va valoriser les propriétaires forestiers privés dans la gestion de leur forêt. On va leur permettre d'avoir des liens aussi avec des professionnels de la filière du bois, comme des gestionnaires forestiers, des bûcherons, des exploitants, qui sont dans la même philosophie que Cœur de forêt, ou qui tendent vers la même philosophie que nous. Et donc, on va mettre en place 4 types d'actions. La première action, c'est aller voir le propriétaire, venir l'écouter et vraiment essayer de comprendre son projet, s'il est plus vers l'aspect paysager, économique, environnemental, climatique. Il y a des aspects très variés par rapport à la forêt. On va également accompagner le propriétaire dans tout ce qui est connaissance, avec le diagnostic forestier qui est mis en place et qui est réalisé par une personne extérieure à l'association, par un gestionnaire forestier. On va également, avec la sylviculture, avec la gestion de la forêt, on va essayer de régénérer au maximum justement cette forêt en valorisant tout ce qui est semis, tout ce qui est arbres aussi d'un certain diamètre, les arbres de gros diamètre, quand ils s'effondrent, quand ils tombent, ils apportent une grande lumière dans la forêt, ce qui permet à la régénération naturelle de pousser, de prendre sa place et du coup de créer aussi une mosaïque de milieu dans la forêt. Et après, dans les quatrièmes types d'actions qu'on met en place, c'est valoriser. Donc valoriser tout ce qui est bois qu'on aura coupé, pour qu'il soit utilisé ensuite par des scieries mobiles ou par des exploitants qui vont venir acheter ce bois. Et voilà. Voilà les 4 types d'actions qu'on met en place. Qui sommes-nous? Donc on a 6 salariés au siège à Paris. On a 6 membres du conseil d'administration et 135 adhérents. Et enfin, nous, dans le projet France Sud-Ouest, nous sommes 7 personnes. Donc 2 personnes plus dans les bureaux et 5 personnes vraiment sur le terrain. Ce webinaire, du coup, il va nous permettre de vous sensibiliser à la gestion d'une forêt et à la connaissance des dynamiques qui existent dans un écosystème forestier. Vous avez également pu découvrir Cœur de forêt, sa mission et ses projets. Et enfin, peut-être que ce sera l'occasion de rencontrer nos futurs ambassadeurs et ambassadrices. Donc, par rapport à la première partie,
d'après vous, qu'est-ce qu'un écosystème forestier? Et justement, il y a une définition qui va venir, juste après sur, la définition d'une forêt. Donc on peut peut-être vous laisser répondre dans le chat par écrit avec ce qui vous vient en tête, quelles sont selon vous des phrases qui pourraient définir ce qu'est une forêt d'après vous? Si c'est donne peut-être pas trop de pistes pour l'instant. Là, je vous donne pas trop d'informations comme ça vous, vous êtes libre de d'avoir votre manière de penser aussi par rapport à cette question. Ah, Donc il y a une Anne-Sophie personne qui est qui a en train d'écrire. oui, C'est une longue définition de la forêt. peut-être. C'est Peut-être qu'on dur de le peut définir. oui, peut-être qu'on peut déjà passer à la slide suivante juste pour que je vous ah, il y a plusieurs personnes qui écrivent. Des essences diversifiées qui poussent sans intervention humaine, dans l'idéal. Oui, mais pas que. C'est vrai, il y a une partie de ça. Parce qu'il y a aussi les interactions avec la faune, donc par exemple les chevreuils, les cerfs, les champignons. Il y a énormément d'interactions qui sont essentielles en fait pour l'écosystème forestier, pour sa résilience. Des arbres, des végétaux, des sols, des champignons qui travaillent avec eux et un biosystème animal qui en vit de bout en bout. Oui, c'est ça. On va avoir une définition complète avec les réponses de tout le monde. Plus ou moins, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est Est-ce que déjà je passe bien, bien complet. Oui, à la je slide veux bien tout à d'après? fait. Hop, et on vous laisse écrire en même temps. Ensemble de végétaux et animaux qui coexistent. Oui, tout simplement, ça peut être ça aussi. Si on veut donner une définition vraiment, vraiment très simple. Donc, on a une première définition, la FAO. La forêt correspond à un couvert arboré de plus de 10% sur au moins un demi-hectare. L'arbre étant défini comme une plante pérenne avec une seule tige, atteignant au moins 5 mètres à maturité. Donc pour nous, en tant que techniciens forestiers, cette définition est plutôt assez simple et axée uniquement sur l'arbre, alors que, comme vous l'avez justement dit dans le chat, une forêt, ce n'est pas que des arbres. Il y a aussi un sol, il y a aussi justement oui, des champignons, des animaux qui ont besoin en fait de ce milieu forestier pour vivre. Et tout ce petit monde interagit pour, euh, pour, euh, pour une résilience, pour que l'écosystème il soit fonctionnel. Et c'est justement la définition suivante qui va rajouter ces informations. Donc, selon le Petit Larousse, là on est uniquement sur la définition d'un écosystème. Cela correspond à l'association d'une communauté d'espèces vivantes, biocénose, et d'un environnement physique, biotope, en constante interaction. Donc on le voit vraiment sur l'image que je vous ai présentée juste ici, avec la présence de tous ces animaux, des arbres qui ont des tailles différentes, de l'impact aussi du climat, de la pluie, du sol. On voit aussi, bon, c'est un petit peu moins clair, mais il y a justement les champignons qui vont venir décomposer le bois mort au sol et qui vont redonner en fait les nutriments aux arbres, ce qui est finalement essentiel pour la survie des arbres. Je veux bien que tu... Ouais, merci. Donc maintenant, on va regarder, c'est comme si on était dans une forêt et on va regarder ce qu'il y a sous nos pieds. Comment est-ce qu'un sol forestier se construit? Donc on a tout d'abord besoin de végétation. Et grâce à elle, par exemple, les feuilles se décomposent beaucoup plus vite que les aiguilles de pin. Donc ça, c'est déjà un facteur assez important de comment le sol va réagir justement à la végétation, comment est-ce qu'il va évoluer au cours du temps. Le climat, pareil, si on a un climat plutôt frais, plutôt sec, plutôt chaud. Le relief aussi, c'est essentiel par rapport au développement du sol, si on est plutôt sur une pente, sur un fond de vallon, sur un sommet. Et enfin, les animaux du sol, avec encore une fois les champignons, les acariens, tout ce qui est insectes, qui sont aussi essentiels au développement du sol. Donc là, donc c'est un premier quiz. Selon vous, en climat tempéré, à quelle vitesse un sol forestier se forme-t-il? On vous laisse aussi répondre dans le chat. Vous pouvez directement répondre A, B ou C.
avec ce que vous pensez. Alors, Charlotte nous répond C. On a du A qui arrive. A ou C, attention, personne ne penche pour le B. Je lève le suspense. Oui, donc c'était la réponse A. Oui, B, oui, si. C'est la réponse A. En moyenne, un sol, comment dire, se forme de 0,1 à 10 mm par siècle, donc tous les 100 ans. Il y a certains sols qui vont même perdre en épaisseur à cause de l'érosion. Il y en a d'autres qui vont prendre beaucoup plus rapidement si par exemple ils sont à côté d'une rivière. Il y a beaucoup d'éléments qui vont venir se déposer en fait sur ce type de sol quand quand la rivière sera présente. Donc voilà, c'est en moyenne, on a ce développement des sols forestiers, donc on comprend que c'est très 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 lent. Donc là, on a 3 exemples de sols en forêt, du moins évolué au plus évolué. Le sol le moins évolué, c'est je peux pas, c'est à votre gauche. C'est celui le moins épais, en fait. Et donc c'est un sol très argileux avec beaucoup de cailloux. Et quand on a beaucoup d'argile, justement pour l'aération des racines, pour leur passage, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est des sols plutôt contraignants, mais on a une flore qui est totalement adaptée à ce type de sol, qui est souvent très sec. J'assassine sous mes pieds au moins un siècle d'évolution. Non, non en fait. Donc je vous lis juste la question qui a été posée par Anne-Sophie. Donc quand je marche sur un chemin forestier, j'assassine sous mes pieds au moins un siècle d'évolution. Non, non, parce que c'est infime en fait. S'il y a beaucoup de monde qui va marcher sur un sol, là ça aura un impact. Et si c'est quotidiennement, oui, la forêt ou le sol va en souffrir. Mais si c'est juste une personne comme ça, il n'y aura aucun impact. Parce que les animaux, finalement, aussi, ils marchent aussi sur le sol. Et c'est totalement naturel et logique. Pas de souci. Donc, je vous avais présenté le premier type de sol. Celui au milieu, il est un peu plus évolué. Il est donc plus profond, avec des cailloux un peu moins présents et moins argileux, donc ce qui va permettre aussi une meilleure réserve utile en eau. C'est la réserve qui est présente tout au long de l'année et qui est pareil, c'est une information essentielle à avoir selon les arbres qu'on a juste au-dessus, les types d'essence qu'on a juste au-dessus. Et après, pour le troisième type de sol, en fait, on a fait un sondage à 1 mètre, mais on aurait pu aller encore plus profond. Donc il y a des sols qui vont vraiment très loin en profondeur, des sols forestiers. Et ici, il est totalement équilibré, adapté, et on a une flore très diversifiée qui va pousser sur ce type de sol. Donc on va passer à la structure d'un peuplement. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'évolution de la végétation au cours du temps. Tout d'abord, on peut avoir une prairie ou juste une zone enherbée. Si on la laisse telle quelle, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout dépend encore une fois du sol, on va commencer à avoir de la ronce, on va commencer à avoir, pareil, encore en fonction du sol, soit de la ronce, soit de la fougère. Et dans la ronce, par exemple, on peut avoir des semis, donc par exemple des petits chênes qui vont commencer à pousser. Et on dit souvent que le chêne, son milieu optimum, c'est la tête au soleil et les pieds à l'ombre. Et quand il est jeune, c'est vraiment comme ça qu'il va pousser le mieux. Et donc petit à petit, on va avoir de plus en plus de chênes, où c'est un exemple parmi tant d'autres, qui vont donner à la fin la forêt qui est plutôt dense, qu'on voit vraiment au bout. Et c'est plutôt une forêt qui est vraiment mature. Donc cette forêt, elle est constituée de plusieurs couches. À nos pieds, on va avoir la strate mucinale. Donc c'est la strate qui est constituée de champignons, de lichens et excusez-moi, et de mousse, bien sûr. Ensuite, on a la strate herbacée, donc qui est constituée plutôt d'herbes.
Ensuite, on a une couche qui est plutôt arbustive, avec des jeunes arbres ou des arbustes comme l'aubépine. Et enfin, on a la strate arborescente, c'est la couche qui est en contact direct avec les rayons du soleil. Donc c'est celle qui va faire le plus de photosynthèse. Donc là, on a vraiment l'exemple de toutes ces couches qui se superposent les unes après les autres. C'est un peu le fouillis, mais quand on est forestier, on comprend de mieux en mieux en fait pourquoi est-ce que toutes ces couches sont essentielles à l'écosystème forestier. Et justement, je vais vous l'expliquer juste après. Donc tout d'abord, on va faire un quiz. Selon vous, quelle est la variation de température entre une prairie et une forêt dense? Je vous laisse répondre pareil dans le chat. C, A, C, B. Ok. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Elisa, s'il te plaît. Oui. Donc c'est la réponse D, 4 degrés. Parce que, pareil, je vais vous l'expliquer juste après avec un graphique qui est plutôt parlant. Donc on voit tout en haut du graphique une prairie. Donc on est à une hauteur plutôt faible, parce que à l'horizontale, ça va de 10 à 50, et en fait c'est la hauteur que va prendre la végétation. Et au niveau vertical et au niveau horizontal, on va avoir plutôt la température. Donc quand on compare entre la prairie et une forêt très très dense, durant une canicule, on voit en fait qu'il y a 5 degrés de différence. Et donc c'est plutôt flagrant. Et pareil, juste au-dessus, on a quelques arbres qui sont un peu clairsemés, mais il y a quand même une différence de 3,5 degrés entre la prairie et ce type de forêt qui est encore, je pense, assez jeune. C'est là où on voit en fait que la canopée et finalement que cette densité de forêt est super importante pour le développement des racines. Parce que justement, quand on va venir couper une forêt et que les racines vont être en contact direct avec la chaleur du soleil, elles vont être en état de stress parce qu'il va y avoir directement plus d'évapotranspiration et une chaleur aussi qui va être assez forte pour ces racines. Et l'arbre va ressentir un stress assez rapidement. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est l'évapotranspiration, Hyacinthe? Et on a fait un article dessus, complet qui a été fait par l'équipe, terrain du Sud-Ouest qu'on pourra vous mettre dans un email, demain. Donc l'évapotranspiration, c'est ce qui, en fait, les racines d'un arbre vont venir prendre l'eau présente dans le sol pour venir la monter par capillarité jusqu'aux feuilles qui vont ensuite, pour une grande partie, comment dire? L'évaporer. Et il y a une autre partie qui va être utilisée pour justement la photosynthèse pour créer le carbone qui va être stocké par l'arbre ensuite. Donc c'est une explication très simple. Vous pourrez aller chercher des articles justement, comme l'a dit Elisa, beaucoup plus élaborés et complexes, mais c'est plus ou moins comme ça que l'évapotranspiration se produit. Donc maintenant, je vais vous présenter la structure horizontale. C'est pareil, un aspect très important pour les techniciens forestiers en forêt. Je veux bien que tu passes à... Ouais. Donc, on va tout d'abord se focaliser sur les diamètres. En forêt, on peut avoir des diamètres soit très réguliers, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même taille, le même diamètre. Donc, tous les arbres ont le même âge. Ils ont été plantés soit en même temps, soit c'est une végétation qui a été en friche d'un seul coup, et pareil, tout a poussé en même temps. Donc, c'est plutôt jeune la plupart du temps. Et après, on a une image de diamètre très différent, très diversifié. Et là, en fait, on a des âges, un panel d'âges énorme. Et c'est une forêt en fait qui est irrégulière et qui va venir, comme j'expliquais tout à l'heure, se renouveler toute seule grâce justement à ce cycle des âges qui se produit en forêt et qui met beaucoup, beaucoup plus de temps que le nôtre finalement.
On va se focaliser maintenant sur les essences qui sont présentes en forêt. Donc là, j'ai pris 2 exemples, j'ai pris le châtaignier et le chêne pubescent. Le châtaignier, en fait, le diagramme juste en dessous nous montre qu'il a besoin d'être dans des sols qui sont plutôt frais, voire secs, qui ne supportent pas les sols très secs ou trop humides. Donc il ne va pas être présent dans ce type de sol et qu'il aime plutôt les sols acides. En fait, le châtaignier ne supporte pas le calcaire, donc on ne va pas le voir dans des milieux calcaires, ni neutres. Donc ce diagramme, il montre vraiment en fait au niveau horizontal, plus le niveau d'acidité qu'on va retrouver dans le sol, et au niveau vertical, plus le côté sec présent dans nos sols. Et après, par rapport au chêne pubescent, donc on voit en fait que son optimum, c'est à l'opposé du châtaignier. C'est plus dans les sols calcaires, voire neutres. Il aime bien les sols acides, mais pas trop. Et lui, il peut aller dans des sols encore plus secs que le châtaignier. Donc c'est plutôt parlant dès qu'on arrive dans une forêt, selon les essences qu'on va trouver en fait dans cette forêt, on va savoir directement sur quel type de sol on est, uniquement en regardant la végétation. Et après, oui, c'est un autre aspect très important de nos forêts. Je vous parlais tout à l'heure pour certains propriétaires, il y a l'aspect environnemental qui est très important, l'aspect climatique, d'autres c'est plutôt l'aspect économique. Et par rapport à l'aspect environnemental, souvent on valorise en fait le type d'arbre qui est montré sur cette diapositive, parce que justement il a des cavités et comme je l'écris juste en dessous, 50 % des oiseaux forestiers vivent dans des cavités et ces cavités sont la plupart du temps créées par des pics. Donc les pics, c'est un peu les ingénieurs de nos forêts. Ils vont venir nidifier pendant 1 an, voire 2 ans, dans ces cavités qu'ils ont créées sur des arbres morts ou des arbres vivants, ça dépend. La plupart, c'est des arbres vivants. Et ensuite, au bout de 2 ans, ils vont partir et laisser justement cette cavité à d'autres oiseaux, comme les mésanges, les chouettes, les citelles torche-peau. Il y a aussi des chauves-souris qui peuvent vivre dans ce genre de milieu, ou des écureuils. Donc on voit que c'est vraiment un habitat très spécifique, mais essentiel pour la forêt, pour sa résilience. Donc selon vous, quel est le pourcentage d'espèces forestières animales et végétales dépendantes du bois mort? Donc réponse A à 15%, réponse B 26% ou réponse C 35%. Ouais, Florence pensait plus. Ah oui, ok. Là, on a Ok. tout. A, B, C. Je dévoile. Oui, donc c'est 25%. C'est déjà énorme. Et quelquefois, on ne se rend pas compte dans une forêt à quel point justement les espèces dépendantes du bois mort sont omniprésentes si on a du bois mort, parce que quelquefois ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que souvent on le valorise et on explique aux propriétaires le rôle et l'importance du bois mort en forêt, qui est souvent méconnu d'ailleurs. Donc en résumé du module 1, ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais la hauteur d'un arbre dépend de la profondeur du sol. Donc quand vous arrivez dans une forêt et que vous voyez des arbres qui sont très élancés, très hauts, ça veut dire que dans le sol, il y a ce qu'il faut. La végétation présente évolue en fonction des caractéristiques du sol. Donc ça, c'est pareil ce que je vous expliquais par rapport au châtaignier, qui a besoin d'être dans des sols plutôt acides et pas trop secs. Le microclimat aussi, cette importance des 4 couches qui est vraiment qu'on retrouve souvent et qu'on essaie aussi de valoriser. Et après, justement, par rapport à l'écosystème forestier, ces interactions entre le sol, la flore, la faune, qu'on a vu juste avant et qui sont aussi très importants pour la résilience de la forêt et pour la bonne santé aussi de nos forêts, surtout avec le dérèglement climatique. Donc maintenant, je vais vous parler de l'état sanitaire, c'est-à-dire de la santé de nos forêts en France. Et tout d'abord, on va avoir une définition de l'IGN. Donc, selon l'IGN, une forêt est en mauvaise santé lorsqu'elle présente un écart à un état normal. Donc, ça veut dire qu'on a par exemple, sur la photo juste en dessous, c'est assez flagrant, on a une perte d'aiguille précoce
Et on a des arbres en fait qui sont morts sur pied. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore debout, mais qu'on voit que c'est totalement sec et que l'arbre ne vit plus. Donc une forêt est malade lorsqu'elle n'est plus capable de se maintenir dans le temps, de préserver ses dynamiques, ses services écosystémiques et ses capacités évolutives. Donc c'est ce qu'on a expliqué dans la première partie. Et en fait, là, dans les 2 exemples que je vais présenter juste après, donc sur le chancre du châtaignier et le dérèglement climatique, on va voir en fait que ça peut être soit des facteurs qui sont biotiques, donc ça veut dire comme des ravageurs ou des champignons, donc c'est en contact direct avec l'arbre, soit des menaces abiotiques, donc ça c'est plus en lien avec le dérèglement climatique, avec des tempêtes par exemple. Donc pour le premier exemple, j'ai pris le châtaignier. Il faut savoir que le châtaignier, dans sa gestion sylvicole, il a été beaucoup géré en taillis. Donc ça veut dire que l'arbre a été coupé et que des brins sont repartis de la base du tronc. Il a été géré en monoculture, c'est-à-dire qu'on a eu que du châtaignier sur des hectares et des hectares. Et c'est une gestion sylvicole où on coupe justement ce taillis tous les 25 à 40 ans en moyenne. Ce qui est quand même assez, c'est des laps de temps assez courts. Et la plupart du temps, la végétation n'a pas le temps en fait de s'en remettre et de recréer justement l'écosystème dont on parlait juste avant. Et du coup, en fait, oui, cette sylviculture va créer du stress et du coup une ouverture par rapport à l'apparition de maladies comme celle du chancre. Le chancre est arrivé au fin XXe siècle. Il a été introduit par des... Comment dire? Donc le chancre, c'est un champignon qui a été introduit par des plantes venues d'Asie. C'est pas un champignon qui vient de chez nous. Et il faut savoir que la plupart des ravageurs qu'on a aujourd'hui, ils ne proviennent pas de nos forêts. Ils proviennent souvent soit d'Asie, soit d'Amérique du Nord. Ce champignon, il va s'attaquer à l'écorce, à tout ce qui est micro-fissures, qui peuvent être naturelles ou artificielles. Par exemple, quand il y a beaucoup d'exploitation, ça peut être à cause des machines ou juste naturellement parce que quelquefois l'écorce, elle peut se fissurer. Et ces blessures, en fait, vont entraîner des ouvertures pour l'apparition du châtaignier qui va venir, comment dire, arrêter en fait le passage de la sève. Ça ne va pas tuer l'arbre, mais ça va l'affaiblir. Et il y a certains chancres qui sont virulents et d'autres qui sont plutôt qui restent un certain temps puis qui partent. Donc c'est une menace, mais ça ne va pas, dans la plupart des cas, ça ne tue pas l'arbre. Ici, je vous ai présenté quelques photos où je vous demande justement, selon vous, comment va cette forêt? Est-ce que cette forêt va plutôt bien ou il y a des petits indices qui vous font dire qu'elle est en mauvaise santé? C'est le temps d'écrire. On voit bien que le concept du taillis dont tu parlais tout à l'heure sur cette image, en tout cas. Oui, oui, justement. C'est totalement ça. Là, on voit vraiment le taillis à un stade plutôt avancé. Donc potentiellement qu'il a 40 ans, voire 50 ans. Savez-vous qu'il existe un conservatoire du châtaignier dans le sud de la France? Oui. Oui, on nous en a déjà parlé. Parce qu'en fait, il me semble qu'il y a beaucoup de châtaigniers dans le Lot, justement, la région où est où est Oui, basé en le fait, projet. ouais, en fait, c'est un problème qu'on retrouve énormément dans le Lot et en Dordogne, parce que c'est une gestion sylvicole qui s'est beaucoup développée. Et aujourd'hui, en fait, on voit les limites de cette gestion avec de gros dépérissements, avec l'apparition de ces, on appelle ça des bioagresseurs, parce qu'il n'y a pas que le chancre en fait qui impacte les taillis de châtaigniers. Et on voit aussi que c'est une conséquence à la monoculture et à une gestion assez intensive de ces forêts. Pour votre question, arbre frêle mais sous bois me semble OK.
D'accord. Donc Florence pense que la forêt va bien. Si vous voulez juste mettre un mot, si selon vous, vous pensez qu'elle va bien ou pas bien, c'est que vous êtes, On expert. dirait qu'il manque de la végétation, je n'ai plus les bons termes au sol. De la végétation au sol, donc mauvaise santé. OK. Après là, le manque de végétation au sol est dû à un couvert forestier, très dense. Donc, la canopée, est trop dense pour qu'il y ait justement assez de lumière qui arrive au sol et qui permette à la végétation de pousser. Donc c'est pas un indicateur de mauvaise santé, de la forêt. C'est juste que la gestion de cette forêt, c'est en conséquence de la gestion de cette forêt. Alors elle va bien. Je dévoile. Oui, dévoile, vas-y. Oui. Cette forêt va bien, justement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les arbres sont, plutôt hauts, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé ce qu'il fallait dans le sol. On a pas mal de feuillage et justement, oui, ce que je vous expliquais juste avant par rapport au sol, où il n'y a pas de végétation, ça veut dire il reste des feuilles sur les arbres et qu'ils sont plutôt encore dynamiques. Là, c'est avec un regard un peu plus, habitué, on va dire. Je n'ai pas vu de chancre sur ces images, hem, pas comme sur les photos que je vous ai montrées, juste avant. Donc pour nous, l'état sanitaire est bon pour cette forêt. On continue avec un deuxième exemple? Oui, c'est parti. Oui et du coup, là, on a vraiment un autre type d'exemple. Selon vous, comment va cette forêt? Il faut pas faire attention à, ce qu'il y a en fond. Heu, c'était des pins, qui étaient présents, mais vraiment se focaliser sur, ce qu'il y a en 1er plan. Et du coup, ces 2 photos ont été pris chez des propriétaires qu'on accompagne? Exactement, ça a été pris, beaucoup moins bien. Ça a été pris chez des propriétaires qui sont, juste à côté de Bergerac et les branches hautes sont feuillues, oui, beaucoup moins bien ah oui d'accord, c'est une autre réponse. Beaucoup moins bien futte à dépouiller, oui. Bon la réponse a été donnée, de toute façon c'est assez simple. On voit que les cépées, donc les cépées c'est ce qui représente les troncs qui ont été coupés. Donc tous les brins sont secs, mais totalement secs. Donc la forêt là, elle est morte et on voit en fait il y a déjà de la fougère justement, au niveau de la strate herbacée, il y a de la fougère qui arrive et des arbustes, qui vont venir, recoloniser la zone. Même si ça va mettre du temps, parce que je pense que c'est un milieu très acide, donc plutôt contraignant, il y a quand même de la végétation qui va repartir. On a presque l'impression qu'elle a brûlé, oui, c'est vrai. Ça aurait pu être ça, mais là, c'est vraiment à cause, en fait, cette forêt, elle est sur un versant sud, et en plus, on a un sol très, très acide, donc c'est pas du tout adapté pour le châtaignier, en tous les cas plus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu un dépérissement. On n'a pas vu le début du dépérissement, mais quand on est arrivé, en fait, les arbres étaient déjà secs, comme ça. Donc oui, par rapport aux solutions qu'on pourrait apporter à ce problème, on pourrait prendre l'exemple de la couperase. Comme sur cette parcelle de 25 hectares, la propriétaire a décidé de tout couper. Donc c'est une des solutions qui pourrait être apportée à ce problème. Ou alors on a une deuxième solution qui est l'irrégularisation. Heu, donc c'est assez, pour l'anecdote, en fait, cette forêt, elle se trouve juste à côté de la coupe rase qu'on a vue juste avant et en fait, j'ai eu des retours de la propriétaire qui a fait la coupe rase. C'est une vieille dame de 80 ans qui, en fait, tous les 20 ans, va couper son taillis de châtaignier parce que c'est habituel, c'est culturel aussi et parce que ce taillis, en fait, avant, il était vraiment utilisé pour, et encore aujourd'hui, pour, des piquets, pour du bois de chauffage, hem et il avait, oui, ce côté culturel, très important, et donc la propriétaire, elle est restée dans cette idée que le taillis, tous les 20 ans, il fallait le couper. Donc nous, on va lui proposer une autre solution avec, justement le taillis qu'on voit juste ici. Donc c'est vraiment un taillis en monoculture. On a un petit peu de diversité. On a un petit peu de chêne, un petit peu de pin. Je crois qu'on a un merisier, c'est un cerisier sauvage qui est présent. On va essayer de les valoriser
en justement les détourant. Donc ça veut dire qu'on va couper tout ce qui pourrait déranger le développement du houppier. Le houppier, c'est tout ce qui est constitué de feuilles, c'est le haut de l'arbre. Et justement, avec le développement du houppier, comme il aura eu plus de place, comme on aura coupé tout autour du feuillage, il va pouvoir faire plus de photosynthèse et du coup augmenter son diamètre. Donc faire du bois d'œuvre potentiellement pour le futur. Ici, on a également ouvert des chemins pour justement le passage des machines ou des chevaux, ça dépend de ce que veut le propriétaire. Comme ça, ils pourront toujours passer au même endroit et c'est pas fragiliser, mais impacter le moins possible le sol. Et après, avec justement ces ouvertures, ça va permettre d'avoir plus de lumière au sol et du coup de valoriser la régénération naturelle. Donc en la valorisant, nous, on a mis des petits filets que vous pouvez voir à votre gauche pour la protéger de tout ce qui est gibier, donc tout ce qui est chevreuil ou cerf, qui sont très présents dans cette zone, et visuellement aussi, pour savoir où est-ce qu'elle est. Donc c'est génial parce qu'on a une dynamique naturelle qu'on va utiliser avec des plants, des graines qui sont nées à cet endroit et qui vont pouvoir se développer beaucoup plus facilement que si on était venu, on appelle ça enrichir, si on était venu planter avec des plants de pépinière qui ont été choyés pendant quelques temps et d'un seul coup qui se retrouvent dans la forêt. Donc là, c'est un deuxième exemple. C'est par rapport justement au facteur abiotique, donc le dérèglement climatique. Je vais d'abord présenter un petit peu le Douglas. Donc sa gestion sylvicole, c'est pareil en monoculture. Le Douglas est originaire d'Amérique du Nord. Il a été introduit en France en 1842. Donc c'est pas une essence de nos régions. En tous les cas, pas une essence naturelle. Il a été planté dans un objectif de production. Et le Douglas, c'est une essence ayant besoin annuellement de 800 mm d'eau, bien répartie dans l'année. Donc avec ce qu'on a pu avoir par exemple cet été, en juin et en août, les grosses canicules, pour le Douglas, ça c'est très impactant et on peut avoir des gros dépérissements justement à cause de ces périodes de grosses canicules. Du coup là on a un exemple assez concret d'un peuplement qui est totalement dépérissant et qui est aussi oui, donc ce peuplement il est totalement dépérissant. On voit qu'il n'y a plus d'aiguilles au niveau des arbres, au niveau des Douglas. Et comme je vous l'expliquais aussi au tout début de la présentation, les aiguilles de pin mettent beaucoup plus de temps à se décomposer que les feuillus, donc que les feuilles, ce qui peut permettre le déclenchement d'incendies plus facilement. Et c'est justement le quiz donc cette question en lien avec ce que je viens de vous dire. Quelles sont les causes des incendies en France métropolitaine, selon vous? Et quel pourcentage l'humain serait-il responsable? Exactement. Réponse C, 90% aussi réponse C. Je ne vous fais Oui, pas bon, plus patienter. c'est la réponse C, c'est ça. Donc les incendies sont réalisés la plupart du temps par les humains. La plupart du temps, ce n'est pas malveillant, ce n'est pas intentionnel. Il y a uniquement 25%, ce qui est déjà énorme, des incendies qui ont été créés par des humains en âme et conscience, par nous-mêmes. Et oui, ce que je voulais expliquer aussi, c'est qu'en France, entre 2006 et 2021, en moyenne, on a 15 000 hectares de forêt qui brûlent. Alors que la France métropolitaine est constituée de 17,5 millions d'hectares de forêt. Donc c'est très peu. Les incendies, ils sont minoritaires par rapport au dépérissement des forêts. Ils ont un impact minoritaire. Et justement, oui, les solutions.
par rapport à ce problème. Donc on a parlé du Douglas et du dérèglement climatique. On voit en fait que le chêne vert, qui est une essence qui aime les sols secs et les climats plutôt secs, plutôt chauds, est en train de monter, est en train d'arriver dans nos régions. Donc c'est plutôt positif. Ce sera une des essences, phares potentiellement dans l'avenir. Et après, on a l'exemple du chêne-liège qui, lui, n'est pas impacté par les incendies. Il va repartir après un incendie, il ne va pas mourir. Donc pareil, c'est plutôt intéressant. Et pour résumer par rapport à ce module, donc la monoculture ne permet pas à un écosystème d'être résilient, comme on l'a vu avec le châtaignier et le Douglas. Les 2 principales menaces, pour la santé des forêts, c'est le changement climatique et l'introduction de bioagresseurs comme, le chancre pour le châtaignier ou comme d'autres, insectes. Aujourd'hui, selon le département de la santé des forêts, en France, 7 des surfaces boisées sont dépérissantes. Donc c'est déjà énorme, mais ça va encore. Et après, oui, je vous parle du châtaignier qui est fragilisé aujourd'hui. C'est une essence qui est vouée à disparaître, et qui est vouée aussi à aller plus vers le nord, de la France, vers des climats plus cléments pour cette essence. Donc elle est vouée à disparaître en Dordogne, mais elle pourra toujours, être présente, juste un individu par-ci par-là, mélangé avec, d'autres essences. Si ces sujets vous ont intéressé, vous pouvez toujours aller voir les ressources complémentaires sur, l'écosystème forestier ou, sur l'état sanitaire, des forêts. Il y a des articles vraiment très intéressants sur le sujet. Et oui, tout au long aussi, je vous ai donné les sources à chaque fois des chiffres ou des informations que je vous donnais. Et on vous transmettra ça dans l'email qui vous sera envoyé demain, du coup, si ça vous a intéressé. Et on voulait terminer sur, les différentes façons de soutenir notre association, puisque c'est bientôt les fêtes de fin d'année aussi. Nous, on est donc une association d'intérêt général, donc on est soutenu, par des dons, tout simplement, qui arrivent beaucoup, beaucoup en fin d'année et aussi, on propose de parrainer des arbres ou de commander de la vanille. Alors là, c'est de la vanille qui est produite, nous, sur notre projet en Indonésie. Mais si vous voulez soutenir nos actions en France, c'est totalement possible de le faire en faisant un don ou en parrainant un arbre et en ayant un petit geste symbolique, à offrir. Je sais que certains d'entre vous ici présents l'ont déjà fait, donc on vous enverra aussi les liens, dans l'email qui vous sera envoyé demain. Et maintenant, c'est le moment de poser des questions si vous en avez à Hyacinthe.